Bonjour les amis, bienvenue sur Metify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui met en sens et met en lien les outils du Web 3.0, les outils de la nouvelle technologie de la blockchain avec bien évidemment les outils de l'intelligence artificielle sans oublier la réalité du monde, du business, la finance décentralisée, la finance centralisée et toute forme de actualité qui porte sur ce qui pourrait être favorable à la croissance de tout individu. Et pour l'actualité du jour, je peux vous assurer qu'il y a de l'information qui porte à préparation pour le prochain bull run et pour la situation actuelle du marché. Sauf que c'est après le générique que vous et moi, on va aborder les choses sérieuses. Alors, les amis, comme je le disais tout à l'heure, l'actualité nous apporte quelque chose d'intéressant qui pourrait nous permettre de nous préparer pour le prochain cycle haussier. Et à ce propos, dans un post sur X, l'ancienne application nommée Twitter, l'analyste James V. Stratton a discuté de la corrélation entre GBTC et Bitcoin qui est un actif qui existe bien évidemment depuis très longtemps. On connaît Bitcoin comme étant la mère des crypto-monnaies. Et le Grayscale Bitcoin Trust, ce que vous devez savoir en d'autres termes, le GBTC, c'est un actif qui permet de spéculer autour de Bitcoin. En fait, c'est un Bitcoin spot, un actif, pas un Bitcoin réel, mais une version de Bitcoin qui permet de refléter la valeur autour de Bitcoin et de spéculer même sur Bitcoin afin de gérer les profits ou même de s'exposer aux avoirs, aux prix et à la volatilité autour de Bitcoin afin d'en faire les profits qui vont avec. Et le graphique ci-dessous, le graphique que je vais vous présenter ci-dessous montre la tendance des performances en pourcentage de Bitcoin et de GBTC ainsi que le coefficient de corrélation entre eux au cours des dernières années. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant parce que le coefficient de corrélation fait ici référence à une métrique qui nous indique à quel point les prix des deux actifs sont bien liés entre eux. Et lorsque cette métrique a une valeur positive, les produits donnés montrent des corrélations positives en se répliquant mutuellement. Vous voyez à peu près. Du coup, plus la métrique est proche de 1, plus cette relation est bien plus forte que prévu. Et d'autre part, les valeurs négatives impliquent que les actifs se répondent en se déplaçant dans la direction opposée. Du coup, la corrélation négative la plus forte se produit à la valeur de -1. À ce moment-là, la corrélation se montre beaucoup plus négative. Et naturellement, lorsque le coefficient de corrélation est autour de 0, il n'y a pas de corrélation entre les marchandises puisque les prix évoluent indépendamment de tout cela. Et d'après le graphique que je vais également présenter ici, vous devez voir qu'il est évident que le Bitcoin et le GBTC ont souvent eu un coefficient de corrélation proche de 1, à peu près similaire à la même valeur ou à la même valeur spéculée, à la même valeur réelle sur le marché, ce qui implique qu'il y a eu une corrélation positive robuste entre les deux actifs. Vous voyez. Et il y a eu quelques périodes temporaires d'écart, principalement lors de prélèvements dans le prix des crypto-monnaies et d'autres événements importants comme l'effondrement de SVB. De SVB. Cependant, la corrélation est revenue à la norme peu de temps après. Et il faut même dire que Grayscale lui-même, il était spéculé autour de lui le fait qu'il risquait de connaître une faillite. Je ne sais pas ce qu'il a relevé. Et Stratton, l'analyste Twitter, a souligné quelque part que cette corrélation est particulièrement frappante dans les délais de 5 ans où elle devient 100%, elle devient carrément 100% corrélée au prix de Bitcoin sur le temps. Et ça, c'est intéressant. Encore que l'analyste a même encore ajouté quelque part que toutefois également les deux actifs
se sont découpés depuis juin. Il y a une légère décorrélation entre les deux. Et comme le montre bien évidemment le graphique GBTC, comme le montre bien évidemment le graphique que je présente, GBTC a récemment connu une forte tendance haussière sur le marché, tandis que, et c'est évident, si vous avez suivi l'actualité, vous allez comprendre quand je vous parlais de l'initiative des institutions centralisées à vouloir du Bitcoin spot pour pouvoir spéculer autour du Bitcoin. Et tandis que le Bitcoin a été principalement stable ces derniers temps-là, les actifs spot ont connu de légères performances et parfois de très bonnes performances. Et la plateforme de GBTC a connu une survalorisation ou alors une progression de plus de 81% au cours de la dernière année, tandis que Bitcoin, lui, il était haussier de seulement 43%. Et vous voyez que l'initiative de BlackRock, Vanguard et toutes les autres institutions financières qui veulent se lancer dans la possibilité d'émettre des Bitcoin spot visent beaucoup plus un intérêt sur ces pourcentages supplémentaires qu'on obtient sur le réseau. Vous voyez à peu près. Du coup, le GBTC sera le premier à être approuvé pour le spot ETF avant BlackRock et les autres institutions qui ont demandé ou lancé la demande d'avoir cet actif dans leur structure. Et bon, ce qui n'est d'ailleurs pas, ce qui est pour la plupart, parce que je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais que ça va finir par créer une sorte de concurrence à l'avenir, un gros challenge entre les échangeurs centralisés et les institutions financières qui donnent la possibilité d'avoir accès à ces avoirs-là. Et pour l'actualité suivante, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que selon l'analyste du marché, les niveaux de support pour Ethereum en ce moment sont très minces, surtout en dessous de 1530 $. Et c'est assez interpellant. Encore qu'il y a une vente massive qui a eu lieu il y a quelques jours par la fondation Ethereum par rapport aux Ethers qu'ils avaient dans leur portefeuille. Et ces niveaux de support et de résistance sont basés sur l'analyse en chaîne et définis en fonction de la densité des bases de coûts des investisseurs. Les grands cercles sur le graphique représentent les niveaux de résistance, tandis que les petits cercles que vous allez voir sur le graphique représentent les niveaux de support également. Actuellement, la fourchette de prix d'Ethereum a un support modeste sur la chaîne. Tandis que les niveaux supérieurs sont assez denses avec des bases de coûts, ce qui signifie qu'un mouvement vers le haut ferait face à une quantité potentiellement importante de résistance. Cependant, ce qui est encore pire, c'est que les niveaux en dessous de la place actuelle sont assez minces, n'est-ce pas? Ce qui implique qu'il n'y a pas beaucoup de soutien de ce côté-là. Et il est donc important de surveiller de très près la clôture quotidienne inférieure à 1530 $. Et c'est très important pour éviter de subir le coup d'une pression baissière sur l'actif, car cela pourrait signaler une correction brusque sur Ether. Donc soyez plutôt attentifs et vigilants à ce propos. Du côté de Render, qui est un projet ou un protocole qui offre la possibilité d'avoir accès à des GPU, si ce ne sont pas des CPU décentralisés. Et c'est un projet assez intéressant pour l'évolution de l'intelligence artificielle dans le futur. Et le RNDR de Render est en hausse depuis un moment de 3,35% au cours des derniers 24 et se négocie actuellement aux alentours de 1,81 $ au moment de la réalisation de cette vidéo-ci. Et bien que la plupart des crypto-monnaies ont connu des corrections légères, Bitcoin est resté stable. Oui, il est quand même assez stable à 27 400 $.
Et selon Sentiment, Render est l'un des jetons hors concours qui a, qui a inversé la tendance générale du marché. Parce que quand on était extrêmement baissier, Render était il était assez stagnant, il latéralisait. Et quand on était en train de latéraliser et parfois même de continuer une tendance baissière, Render lui prenait le train à contresens, il était haussier et il le maintient depuis un moment. Et comme je le disais, selon Sentiment, l'un des jetons, c'est un jeton d'un hors concours qui passe son temps à inverser la tendance générale du marché. Et pour ceux qui ne le savent pas, le réseau Render fournit une puissance de calcul GPU décentralisée presque illimitée pour la création de contenu. Vous voyez, et ça va être une solution capitale pour l'évolution dans le futur pour les intelligences artificielles. Parce que si on vous dit combien dépense ChatGPT pour faire tourner ces modèles d'IA, je vous assure, vous en serez plutôt choqué. Je peux vous assurer cela. Donc, la création des contenus 3D de nouvelle génération sera assumée carrément par les GPU décentralisés de Render. Et malgré la récente vente du marché, Render a mis fin aux 2 derniers jours dans le vert, il était carrément dans le green. Cependant, Bitcoin pourrait enregistrer son 4e jour consécutif de perte depuis le 8 octobre si une clôture négative est atteinte aujourd'hui. On pourra avoir donc avoir un sentiment baissier aux alentours de Bitcoin. Et la liquidité continue de se tarir sur les actifs numériques depuis un moment, car le règlement du réseau ou car le règlement du réseau, l'engagement des changes et le flux des capitaux restent à leur plus bas niveau. L'entrée des capitaux sur les exchanges reste assez légèrement croissant. La prise de position, pour le moment, les investisseurs conservent leurs avoirs en stablecoin. Vous voyez à peu près, les investisseurs conservent leurs avoirs en stablecoin pour certainement saisir les meilleurs moments d'investir. Ça, c'est sûr. Donc, l'engagement sur l'échange, le flux des capitaux reste à leur plus bas niveau nettement et mettant en évidence l'extrême désintérêt actuel sur le marché. Et comme je vous l'ai toujours dit, quand le marché est désintéressé, vous ne devez pas être désintéressé. Il faut toujours fonctionner suivant le sentiment contraire aux actualités, je ne sais pas si je dirais de masse, mais les actualités qui ne vous concernent pas trop, politiques et tout, et à l'actualité et au comportement de masse. Ayez toujours le minimum de retrait pour mieux faire vos analyses. En conséquence, il y a une activité ou encore une activité médiocre est observée sur les marchés depuis un moment. Vraiment, des ventes démotivées à faire. Un flux en tout cas pas conséquent. Et pendant ce temps, la part de marché de la crypto-monnaie de Bitcoin atteint des niveaux observés pour la dernière fois, ou encore a atteint des niveaux intéressants pour la dernière fois seulement en 2021. Et même la dernière fois, je pense la dernière actualité que je vous ai envoyée par rapport aux inscriptions sur Ordinals de Bitcoin, là, on a enregistré une très faible quantité d'inscriptions pour ces derniers temps. Et selon CoinMarketCap, le Bitcoin représente maintenant 50,1% des 1,6 trillion de dollars du marché de la cryptographie contre 38% au début du mois de 2023. Forte baisse quoi. Et les spéculations ont tendance à abandonner les jetons plus petits lorsque les risques associés aux actifs numériques sont perçus comme augmentant. Les gars retirent les fonds pour se sentir beaucoup plus en sécurité et investissent sur les actifs les moins risqués à ce moment-là. Et à ce moment, c'est parfois là qu'on peut constater la présence des actifs, mais alors avec quelque chose de très fondamental. Mais comme les capitaux sont rares sur le projet, ça devient un peu douteux de devoir se lancer là-dessus.
Et pour l'actualité suivante, pour ceux qui connaissent Sandy Newell, cofondateur de Polygon Labs, celui-ci a proposé la création d'un nouveau réseau Ethereum Layer 2 à connaissance zéro, ou bien encore au zéro proof, enfin au Zika, Zika knowledge, un truc comme ça, zéro proof ou Zika proof ou Zika. Vous allez m'excuser pour l'appellation, mais en français, ça se dit layer 2 à connaissance zéro, en tout cas, pour l'écosystème AppCoin, pour rivaliser avec Shibarium. Et moi, ça m'a interpellé cette actualité-ci parce que le nouveau réseau potentiel appelé AppCoin Chain sera dédié à la communauté AppCoin DAO et apportera des avancées remarquables à l'écosystème de la blockchain utilisant, en tout cas à l'écosystème de la blockchain. Du coup, utilisant le kit de développement de chaîne de Polygon, le CDK de Polygon, cette solution de couche 2 devrait fournir à la communauté AppCoin l'évolutivité nécessaire pour des applications telles que les jeux et les projets axés sur le consommateur. De plus, AppChain est sur le point d'offrir des récompenses jalousantes pour les validateurs et les frais de transaction inférieurs, comme on le trouve sur beaucoup de réseaux, tout en bénéficiant des fonctionnalités de sécurité robustes d'Ethereum. Et la mise en œuvre d'AppCoin Chain pourrait être réalisée par une équipe et dans un délai relativement court, s'étalant sur un truc comme 16 semaines sur 4 phases. Vous voyez, 16 semaines sur 4 phases. Une fois déployé, AppChain devrait passer par des étapes de promotion et de développement en cours, renforçant encore sa présence dans l'espace cryptographique, et AppChain sera intégré à la suite de solutions de Polygon. Il sera intégré à la suite de solutions de Polygon, y compris Polygon Post Proof of Stake, qui passe à un ZK-EVM, Polygon ZK-EVM et Polygon Maiden. Et cette intégration permettra à AppCoin d'être utilisé par un large éventail d'applications décentralisées, notamment les DApp au sein de l'écosystème. Et comme Polygon est à la fois pour les utilisateurs un fournisseur de gaz pour les transactions et les activités liées au jalonnement, ceci ne pourrait qu'être que quelque chose de gagnant. Et il est à noter que le Polygon CDK est déjà utilisé pour le développement de diverses solutions de couche 2, y compris Immutable Zika EVM, IDEX et Asta Zika EVM. Pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je rebondisse là-dessus. Je vous assure, ce ne sont pas des enfants ces projets-là, ce sont des costauds et des géants, indiquant donc la polyvalence et le potentiel de la technologie Zika, bon pas forcément Zika Rollup, mais Zika EVM comme on est en train de le présenter. Encore que toutes les technologies de blockchain tendent à s'orienter vers le Zika, le zero knowledge, la preuve zéro en tout cas. Voilà, le proof of zero knowledge, un truc comme ça. Et pour l'actualité suivante, c'est celle qui porte sur le XRP. Et le prix du XRP a connu beaucoup de volatilité au cours des deux premières semaines du mois d'octobre, contrairement au mois précédent. Et cette tendance se poursuivra en tant qu'indice métrique critique d'une compression potentielle short. Parce que les gars, oui, short. Et quand on regarde bien les graphiques autour, un mouvement de prix défini pour prendre des liquidités à partir d'une position longue pourrait être possible, donc après le fait qu'il y ait eu beaucoup de shorts sur le réseau de XRP. Et au moment de
la publication de la vidéo, le prix de XRP se négocie aux alentours de 0,48 centimes de dollars avec une perte de 2% au cours des derniers 24 ou des dernières 24 heures. Déjà que la crypto-monnaie a enregistré une perte de 9% au cours des 7 jours précédents et a fonctionné comme la pire performance dans le top 10 des capitalisations boursières suivi de près par Solana. Solana est à peu près dans le même mouvement baissier. Du coup, je ne sais pas. L'analyse continue avec le fait que le marché des crypto-monnaies connaît donc un pic de volatilité depuis octobre. Ça, c'est ce qu'on constate sur beaucoup de positions d'actifs. C'est pourquoi le mois d'octobre est aussi assez déterminant. Et après des mois de mouvement latéral par le Bitcoin et Ethereum, le prix de XRP a brisé la tendance et a donné une nouvelle vie au secteur naissant, notamment avec le procès qu'il avait gagné la dernière fois, ce qui a impulsé le jeton vers un sommet beaucoup plus intéressant, une performance très intéressante, pas aussi intéressante que ça, mais intéressante pour ceux qui sont dotés de gros capitaux. Et la flambée de volatilité a été enregistrée lorsque la Securities and Exchange Commission des États-Unis a perdu son procès contre la société des paiements Ripple. Et un juge américain a favorisé la société et a jugé le jeton XRP en dehors des lois sur les valeurs mobilières dans le pays, ce qui a été un avantage marchand pour le jeton XRP. Et du coup, cet événement a propulsé le XRP à des nouveaux sommets annuels pour le coup, mais la crypto-monnaie a perdu depuis lors une bonne partie de sa valeur et l'incertitude sur le marché des crypto-monnaies reste quelque part élevée d'après le Fear and Greed Index, si je ne me trompe pas, je pense que c'est comme ça qu'on prononce. Et du coup, vu la baisse qu'on voit sur le réseau de XRP, il y a quelque part, c'est quelque chose que les baleines aiment bien. Les baleines aiment ce genre de situation parce que ça leur permet de recharger les positions et tout. Et cependant, le statu quo actuel est fragile autour de XRP. C'est très fragile et de nouvelles données indiquent qu'un mouvement agressif est en cours autour de l'actif. Quand on regarde, il est en train de former un dôme avec des cassures de plus en plus baissières. Mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien observer à ce propos? En tout cas, on évolue à propos. On va évoluer à propos. Et l'analyse, il y a une analyse carrément sur laquelle je suis tombé qui affirme que la métrique se trouve à un point critique qui conduit souvent à des mouvements brusques du prix du Bitcoin, XRP et bien d'autres crypto-monnaies à court terme, ce qui pourrait donc donner un pic de volatilité du côté des XRP. Donc, pour ceux qui aimeraient en profiter, ce serait donc quelque chose ce serait une aubaine quoi. Ce serait vraiment une aubaine. Donc, voilà sur le XRP. Et donc, pour l'actualité suivante, il faut savoir que durant le procès de Sam Bankman-Fried qui a eu lieu hier aux alentours de 16h, 17h, 18h, disons en Afrique, je ne sais pas quelle était l'heure de l'autre côté, en tout cas dans la fourchette horaire que j'ai donnée. Durant le procès, Caroline Ellison a témoigné que les crypto-monnaies avaient été ajoutées au bilan financier des comptes d'entreprise, notamment Alameda Research, pour gonfler artificiellement ces chiffres sur les échanges. Et Sam Bankman-Fried lui avait demandé de mettre le FTT, le token natif de FTX et d'autres crypto-monnaies surnommées Samcoin dans les bilans d'Alameda Research. Vous voyez, Caroline Ellison a également révélé qu'elle avait... C'est-à-dire, ce que vous devez savoir, c'est qu'elle a été interpellée à la cour pour pouvoir donner donner ses positions par rapport à tout ce qui s'est passé. Et apparemment, elle est en train de tout décharger sur Sam Bankman-Fried ou alors de ressortir tout ce qu'on attendait comme information claire. Du coup, Caroline Ellison a également révélé qu'elle avait préparé 7 bilans financiers différents, chacun contenant ou faisant abstraction de certaines données. Et Sam Bankman-Fried aurait choisi le bilan financier qui ne mentionnait pas les 10 milliards de dollars prêtés par FTX à Alameda, car cette somme était en réalité empruntée aux clients de l'exchange crypto.
Vous voyez à peu près. Et c'est donc ça. Du coup, le procès de Sam Bankman-Fried est encore au début de ses révélations et se révèle déjà bien surprenant avec les malversations, les communications secrètes, les scandales financiers et d'autres révélations loufoques. Du coup, vous voyez que ce gars, il était vicieux carrément, hein. Et FTX et Alameda étaient donc bel et bien insolvables bien avant leur faillite. Ils étaient carrément insolvable. Le gars, il se pompait les liquidités dans le dos de toute l'équipe. Du coup, pour l'actualité suivante, ce qu'on va essayer de savoir, c'est que le Mozambique, comme de nombreux pays en développement, est confronté à de fortes disparités en matière d'accès numérique. C'est beaucoup de pays comme ça, je dirais, sont confrontés à de fortes disparités en matière d'accès numérique. Là, je vous assure. Et en 2022, seulement 23% de la population de Mozambique avait accès à Internet. Un chiffre sans surprise, mais toujours choquant étant donné que presque 62% de sa population vit dans les zones rurales. Et je vous assure, avec l'évolution dans laquelle on est en train de se trouver, je me demande à savoir comment est-ce qu'ils pourront s'adapter à temps. Vous voyez, déjà que moi, j'ai beaucoup regretté d'avoir raté la technologie de la blockchain de 2010 à aujourd'hui. J'ai beaucoup regretté parce que j'aurais pu apprendre beaucoup. J'aurais même pu être un pro, un hyper pro crypto à l'heure actuelle. Et ce fossé numérique exacerbe les inégalités d'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux opportunités économiques, bien évidemment. Ça, c'est l'enjeu en tout cas. Encore que je ne fais que l'actualité crypto et j'inclus dans cette actualité l'économie, le développement, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies et tout et tout. Et la Banque mondiale note que près de 3 quarts de la population de ce côté-là sont non connectés et ne peuvent se permettre les services Internet ou les appareils nécessaires pour y accéder. Et ça, je vous assure, c'est un danger. Moi, quand je n'ai pas déjà accès à Internet, je me sens malade, je vous assure. Pour l'actualité suivante, je vous assure, elle est percutante pour ceux qui ont déjà entendu parler de la tokenisation des biens immobiliers ou des actifs réels. Et au fait, la tokenisation est en train de révolutionner de la manière dont nous percevons et utilisons les actifs traditionnels en les convertissant en tokens numériques. Là, actuellement, la tokenisation est en train de s'intégrer dans ce secteur-là. Et JP Morgan a récemment lancé son Tokenized Collateral Network, le TCN. Il a récemment lancé cela, ce qui offre des avantages tels que la fluidité dans le transfert des propriétés, des garanties et des règlements plus rapides et sécurisés. Et ça, c'est pertinent. Des institutions telles que BlackRock participent également à la plateforme, ce qui montre que la tokenisation est en train de devenir la norme plutôt que l'exception depuis un certain temps. Et ça va l'être jusqu'au niveau des terrains sur lesquels vous vivez, des biens que vous possédez. Vous aurez tous vos certificats sous forme de NFT. Sur vos terrains, vous n'aurez plus besoin de la paperasse centralisée. Vous aurez un système de gestion déjà vraiment bien fait. Donc, la crypto offre quelque part une certaine efficacité inégalée et les transactions deviennent quasiment instantanées sur les blockchains depuis un moment. La technologie de la blockchain est désormais au cœur des stratégies des plus grandes institutions financières qui gèrent plus de 10 trillions de dollars ou alors qui a 10 trillions de dollars d'actifs sous gestion, ce qui reflète un changement de paradigme dans le monde financier. Et qui ne saisit pas la chose, en tout cas, on pourra pleurer avec lui après. Et Cardano est actuellement en tête de classement crypto par rapport à une certaine analyse. L'actualité suivante nous fait comprendre que les conflits entre Israël et le Hamas ont repris de plus belle ces derniers jours. Toutefois, les gars, et alors que les pertes s'enchaînent, pertes en biens matériels, pertes en vies humaines s'enchaînent, il devient indispensable de trouver des solutions afin de soutenir les habitants du pays. Vous voyez, ça a toujours été le principe. Et dans cette lancée, il semblerait que la crypto soit la clé
du financement de leur situation. En effet, un groupe de sociétés israéliennes a décidé de lancer une forme de crypto-aide, une cagnotte. Ils ont lancé une cagnotte à Israël. Crypto-aide, Head Israël Crypto, AID Israël, un truc comme ça. Un effort de collecte de fonds ou de cagnotte pour l'humanité en crypto pour soutenir les citoyens affligés. Vous voyez. Sauf que cet effort comprend entre autres la fourniture d'un abri, les produits médicaux ainsi que la nourriture. Je n'ai toujours pas dit le sauf que. Alors que lundi, la campagne est portée par de nombreuses entreprises pour la bonne marche du projet Crypto Aid Israël qui hébergera un wallet crypto multi-signature. Ce qu'on a constaté, c'est que ce dernier devait permettre de collecter les dons qui peuvent être faits en Ether, en Bitcoin, en USDT, en USDC et bien d'autres actifs un peu sérieux. Vous voyez, un peu sérieux. D'un côté comme de l'autre, les deux camps envisageaient apparemment de se servir des actifs numériques pour couvrir les besoins humanitaires. Sauf que cela a été très vite gelé. Vous voyez, plus de 1300 personnes ont perdu la vie depuis le début des combats ce week-end. Cependant, pendant que les conflits se multipliaient dans le monde, la crypto, elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait de plus en plus place. Bien que les autorités ont cherché à geler certains comptes, par exemple du côté de Binance, il faut dire que la crypto a quand même continué à servir de rempart pour les communautés de ce côté-là. Et la crypto prend donc une place prépondérante alors que le gouvernement ou les gouvernements tendent encore à les éradiquer. Vous voyez, et ça sert à ça. Ça sert vraiment à ça. Pour l'actualité suivante, qu'est-ce qu'on dira? On dira que Champing Zao fait l'objet d'un rapport d'un comité de congrès du Brésil qui s'est penché sur les cas de fraude aux crypto-monnaies. Et ce dernier publie ensuite des recommandations pour les forces de l'ordre qui sont libres de poursuivre ou non les personnes concernées dans le coup. Et c'est donc ce même comité qui recommande la mise en examen du PDG de Binance parce qu'il le suspecte d'être derrière un certain coup d'arnaque ou de fraude, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Et selon les informations partagées par Bloomberg, le rapport accuse Champing Zao ainsi que 3 employés de Binance au Brésil d'avoir géré de manière frauduleuse la plateforme d'échange, d'avoir proposé des titres financiers sans autorisation ainsi que d'avoir opéré une institution financière sans autorisation également. Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant parce que la CVM, qui est l'équivalent de la Security and Exchange Commission des États-Unis, mais cette fois-ci du côté du Brésil, pourrait examiner les ventes de produits dérivés de Binance qui a été ordonné de les stopper ces derniers mois. Et selon la commission, la plateforme d'échange ne s'est pas pliée à la demande, ce qui constitue donc quelque part une violation répétée des règles qui entourent les marchés des valeurs mobilières. Ça, c'est le coût que Binance risque de porter. Et pour la dernière actualité, c'est celle qui porte sur Cardano et qui nous fait comprendre que Cardano est une crypto-monnaie qui a réussi à se démarquer grâce à ses innovations et ses solutions uniques à des problèmes concrets. Et ça, c'est pertinent. Elle a récemment repris la première place en matière d'activité de développement, démontrant une effervescence et une dynamique sans précédent. Cela confirme bien quelque chose, les amis, c'est que l'ascendant de la crypto Cardano sur le marché devient de plus en plus concret et on ne sait pas quoi espérer pour l'avenir à ce moment-là. Et cette forte activité de développement est souvent le reflet de la confiance des développeurs dans la pérennité du Bitcoin, c'est-à-dire dans l'élan de la mise en avant de la philosophie du Bitcoin. Cependant, comme toujours, qu'est-ce qu'on constate? On constate que malgré ces avancées, le paysage crypto est toujours dominé par des géants tels que Bitcoin qui a
su résister à l'épreuve du temps. Ça, c'est le constat. C'est pourquoi on l'appelle la mère des crypto-monnaies. Et Cardano, bien qu'impressionnant, doit encore faire ses preuves sur le long terme. Bien qu'il ait toute la cote qu'il a actuellement, il doit encore faire ses preuves sur le long terme. Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous, soutenez-moi, laissez un commentaire, likez et je continuerai de faire du contenu de plus en plus intéressant, de plus en plus porteur pour pouvoir rendre joyeux ma communauté, fonder ma communauté et évoluer avec la communauté. Alors, ciao, ciao.